16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité humoriste et chroniqueur de télévision et de radio français. Actuellement sur France Inter dans la bande originale, auteur du roman Navarre, une année en Macronie ou encore le guide des présidentiables, Tanguy Pastureau vient nous voir pour son livre L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite. C'est aux éditions du Rocher. Il vient également nous voir pour son spectacle En tournée un monde hostile pour un cœur tendre. L'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir notre invité aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarin-Cohen. Radio J. Bonjour Tanguy Pastureau. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'être là, merci d'être mon invité aujourd'hui dans cette émission. Alors je vous le disais, bien sûr, on va découvrir votre actualité, mais l'ADN de cette émission est un peu spécial. On va essayer de tenter de savoir, les auditeurs le savent, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors on commence par le début, toujours les débuts. Tanguy Pastureau, vous êtes né un 26 janvier dans les années 70 à Pessac, en Gironde, avec des parents fonctionnaires. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance campagnarde. On vivait à la campagne, mes parents travaillaient à la poste, dans des petits bureaux de poste. Donc moi je suis né effectivement en Gironde, mais très vite ils ont rejoint la Bretagne puisque ma mère était originaire de Bretagne. Donc j'ai vraiment eu une enfance calme, on va dire très calme. Je regardais des arbres 24 heures sur 24, vous voyez. Aujourd'hui, il y a des Parisiens qui payent 3 000 € la semaine pour vivre la même chose. Ils appellent ça séjour détox. Mais moi, j'étais vraiment dans cette ambiance-là. Donc, beaucoup d'ennuis, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que j'étais obligé de faire travailler mon imagination pour m'en sortir psychologiquement. Et donc, du coup, je pense que ça m'a fait aussi un peu, quoi. Est-ce que ça a nourri des passions précises quand vous êtes tout petit ? Quel genre de caractère vous aviez ? Puisque l'ennui vous a amené à créer. Moi, j'étais assez réservé finalement, assez timide. J'ai mis du temps à me défaire de cette espèce de coquille comme ça. Je sais pas trop pourquoi, mais mes parents le sont aussi peut-être un peu. Ils sont très discrets, donc peut-être que j'avais moi ça aussi comme exemple. Et après, moi, je ne rêvais que d'une chose, c'est-à-dire d'aller en ville et puis de vivre, de prendre mon envol, quoi, en quelque sorte. Est-ce que il y a le théâtre qui est arrivé dans votre vie à un moment donné quand vous êtes petit, ou c'est arrivé beaucoup plus tard, l'envie de vouloir dire des choses sur scène et dans les médias ? Alors sur scène, non. Moi, je viens vraiment de la radio. C'est-à-dire que j'étais passionné de radio quand j'étais ado. C'était l'époque de la libre antenne. On entendait des auditeurs raconter n'importe quoi et des animateurs totalement dingues. Et je me disais, c'est génial. Avant, j'étais monté sur scène une fois en classe de CE2 pour un spectacle de fin d'année. Mais c'est un traumatisme personnel. Est-ce que je dois le raconter quand même ? Ah, bien sûr. Voilà. Donc en fait, j'interprétais le rôle d'un lutin du Père Noël et puis je devais dire au Père Noël, qu'est-ce que vous faites, Père Noël ? Sauf que j'ai dit, qu'est-ce que vous faisiez ? Et donc toute la salle était morte de rire. Dans la salle, il n'y avait que des adultes. Je revois encore leur visage grimaçant. Et moi, j'ai fondu en larmes. Et c'est ce que j'expliquais aux gens à la fin du premier spectacle. Je leur disais, du coup, vous êtes ma revanche sur la vie, quoi. Voilà. Et donc c'était un petit traumatisme, cette première fois sur scène. Est-ce que l'humour fait partie de votre éducation, bien que réservée, bien que famille réservée ? Pas trop finalement, mais je pense que j'ai assez vite entendu, là aussi en radio, je crois, des gens un peu marrants, un peu déconnants dans des émissions de FM, un peu déjantés. Et moi, je me souviens d'Arthur, notamment quand j'étais jeune, qui poussait les auditeurs à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de téléphone portable, ils avaient des téléphones sans fil chez eux, ils devaient aller voir leurs voisins. Et je me souviens d'un sketch par exemple où il disait tu mets son arbre de Noël par terre et tu sautes dessus, et on entendait l'arbre de Noël tomber. Non mais c'était drôle quand même, franchement on était morts de rire, et derrière on entendait le voisin qui hurlait je vais chercher ma carabine, mais des trucs incroyables. Est-ce que vous avez entendu ce que Aboab, c'est assez mythique, est-ce que vous avez entendu cet épisode là qui était entre un père et son fils avec les grands fous rires qu'on a pu connaître dans la vie d'Arthur. Vraiment, ça vaut le coup. Vous qui aimez Arthur et qui avez grandi avec. Ouais. Vous allez faire un BTS tourisme et effectuer votre service civil à Rouen dans un organisme de réinsertion sociale d'anciens détenus. À ce stade, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire de votre vie ? Oui, dans l'absolu. C'est-à-dire que j'avais des jobs alimentaires, je travaillais dans des magasins, je vendais des trucs, ça m'intéressait absolument pas. Mais parallèlement, j'ai commencé à cette époque-là à faire de la radio en associatif, dans des radios bénévoles où je faisais des heures d'antenne sans être payé, ce qui aujourd'hui est une aberration pour moi. Je ne fais de la radio que pour être payé, évidemment, parce que j'aime l'argent. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup formé. Je faisais parfois 8 heures d'antenne, parce qu'il y avait personne pour tenir l'antenne de ces petites radios, donc
le chef d'antenne nous disait allez, produis quoi. Et ça a été des heures très formatrices pour le coup. Je crois que c'est une époque où vous êtes, vous l'avez dit, fan de radio, notamment de Skyrock, Énergie avec Mars Kalia qui officie sur cette fréquence d'ailleurs le soir à partir de 17h, si je ne dis pas de bêtises, sur Radio Shalom, et de musique notamment de rock. Vous en avez parlé à la radio. Et donc vous le disiez, à partir de, je crois, 23 ans, vous débutez bénévolement à la radio, sur Radio RC2. Vous animez plusieurs émissions, dont Happening, un programme d'humour et de société. Par la suite, il va y avoir, toujours avec la même équipe, j'ai l'impression que vous êtes assez fidèle. C'était des copains de l'époque, un peu artistes, un peu foufou. Et moi, ça me faisait du bien de connaître des gens un petit peu comme ça. On était à Rouen, c'est pas une ville très, très marrante, très gaie, quoi. C'est une ville très dure. Ouais, elle est un peu austère. Donc forcément, quand on trouve des gens qui sont rigolos dans cette ville-là, on s'y accroche, quoi. Vous devenez animateur à Radio HDR de Rouen. Vous contribuez à des émissions comme Salon Panoramique, Une bien belle cueillette à Mururoa, avant de créer votre propre émission, le Suntory Show, sous le pseudonyme de Tanguy Suntory. Est-ce qu'il y a un petit rappel à Nicky Larson ou quelque chose comme ça, non, Suntory? Je ne sais pas pourquoi ça me parle. En fait, c'est le nom d'un whisky japonais. Dans Lost in Translation avec Bill Murray, ils boivent du whisky Suntory quasiment tout le film. Voilà. Et non, c'était plus pour se protéger parce qu'en fait, on partait dans tous les sens, on faisait des sketchs un peu provoques et on avait peur en fait des procès quoi, de marques ou de choses comme ça, même si on était sur une petite radio, donc il fallait pas donner nos noms véritables en fait. Voilà, donc on prenait tous des pseudos. Est-ce que vous avez gardé depuis votre patte humoristique que vous aviez déjà à l'époque? Ah non, tout a changé, vraiment. Et aujourd'hui, je pense que si j'écoute ce que je faisais à l'époque, je serais horrifié. Heureusement que l'écriture, elle évolue énormément et même des trucs que je réécoute sur France Inter au début, quand je suis arrivé il y a 7 ans, aujourd'hui, je me dis c'est pas possible. Vraiment, je faisais ça, j'en suis pas très content, quoi. Donc, je trouve qu'on travaille en permanence et on progresse en permanence. Et aujourd'hui, je ne suis pas le même qu'hier. Enfin, qu'hier peut-être, mais en tout cas que l'année dernière. Avec un grand H. J'espère. Vous arrivez à Paris par la suite. Pendant 4 ans, vous travaillez toujours sous le pseudonyme de Suntory ou de Monsieur Suntory sur Radio Nova d'abord, pour laquelle vous écrivez un bon nombre de billets d'humeur, de chroniques décalées le matin, avant de proposer un feuilleton radiophonique intitulé Le Mystère de la Grotte. Et vous faites aussi de courtes interventions en direct dans les rues de Paris, très loufoques. Racontez-nous ça. Alors l'époque de Nova, c'était une époque où Radio Nova était une radio qui n'était pas une radio de gauchistes militants, mais Merci une radio, beaucoup de le préciser. Plutôt, voilà, une radio sur la world music avec des gens passionnants. On passait de la salsa moldave, des trucs complètement fous, quoi. Ouais, c'était chouette. Il y avait une belle playlist. Et Edouard Baird est passé par là, Ariel Wiesman, Jamel, enfin voilà, des gens plutôt bien. Et c'était une belle époque. Et ensuite, parallèlement, j'ai commencé à embaucher à France Bleu Île-de-France, ici en local, et je m'ennuyais beaucoup. Ils me prenaient pour un journaliste alors que j'étais pas un journaliste. Un jour, ils m'ont dit va dans la rue, essaye de déconner un peu avec les gens. Je l'ai fait, mais j'ai vraiment beaucoup déconné avec les gens. Donc du coup, ils m'ont dit t'es pas un journaliste du tout, c'est insupportable, mais par contre, on va peut-être te mettre en tant que humoriste quoi à l'antenne. Et c'est là que ça a commencé, alors que moi, j'avais aucune prétention d'être humoriste. Vraiment, je me trouvais moyennement drôle. Ça a vraiment été le désir de directeurs d'antenne quoi, qui ont vu en vous quelque chose que vous ne pensiez pas vous-même. Il va y avoir des séries de fausses nouvelles, une revue de presse, des magazines, un top 5 de l'actualité, d'autres séquences, de l'animation l'après-midi, ponctuée de jeux délirants, des dialogues à bâton rompu avec les auditeurs de la station et aussi sur RTL dans diverses émissions, sur France Inter, sur France Inter aujourd'hui où vous êtes depuis 8 ans maintenant. J'ai l'impression que vous êtes quand même très fidèle, Tanguy Pastureau. Vous allez me dire, c'est plutôt France Inter qui est fidèle à moi. Non, moi, ils me doivent tout. Plaisantez quoi. Il n'y a plus rien sur l'antenne si je pars. Non. C'est un peu les deux en fait. Moi, je trouve qu'on n'a pas non plus à se plier, à être à genoux devant son employeur en se disant pitié, gardez-moi. Moi, j'ai toujours dit que si je sentais plus, je partais. Après, je me sens parfois un peu isolé à France Inter, voilà, au niveau de certaines prises de position. Voilà, pour ça que j'écris aussi un livre en disant que je suis de droite, c'est aussi par provocation. Mais j'aime bien cette antenne aussi pour d'autres choses, quoi, pour la qualité d'écriture qu'on peut y produire, quoi. Et je sais que les auditeurs, il y a beaucoup de profs et tout, un peu exigeants, mais j'aime bien ces gens-là, quoi. Est-ce que vous avez une liberté totale d'écriture sur vos textes? Personne ne relit avant l'antenne? Non, personne. Vraiment. Autant en télé, ça a toujours été un peu différent parce que j'ai fait pas mal de télé. Il y a toujours le prompteur à caler, donc il y a 10 000 personnes qui passent sur votre texte et qui là peuvent vous dire. Mais la radio, c'est vraiment pour moi le média de l'insolence. C'est le média de la liberté. Et le jour où quelqu'un me dit quelque chose en radio, me fait une réflexion, je me suis toujours dit que je partirais, vraiment. Et donc personne ne relit. Parfois, dans l'équipe, je vois bien que ce que je dis ne leur plaît pas. Ils ont l'élégance de ne pas me le dire, mais je vois à leur tête que ça passe pas. Mais en tout cas, personne m'en parle jamais après. Donc ça veut dire qu'ils me laissent dire, même si ça leur plaît pas. Et ça, pour moi, c'est bien.
Comment vous qualifieriez votre style aujourd'hui, Tanguy Pastureau ? Je sais pas trop. Moi, j'aime bien la loufoquerie. J'aime bien partir d'une actu réelle, parfois d'une actu déprimante, et puis essayer de la traiter quand même. J'aime bien être entre sensibilité et humour. Voilà. Et ça, en vieillissant, je crois que je vais de plus en plus vers la sensibilité. Je pense que c'est pour beaucoup de gens, parce que on regarde le monde de manière un petit peu plus émue parfois, et on se masque moins. Donc moi, ce qui m'émeut maintenant, je peux le dire. Alors que quand j'étais jeune, effectivement, j'avais tendance à jouer un peu les gros bras, à me dire allez, on en rigole quand même, on peut rire de tout, blabla. Mais maintenant, c'est fini. Ouais. Cette sensibilité, on en parlera dans un instant en évoquant votre spectacle. Mais on vous retrouve donc aujourd'hui, et on le disait dans l'émission, la bande originale présentée par Nagui, avec une chronique journalière intitulée Tanguy Pastureau maltraite l'info. Ouais. Et alors, bravo, parce qu'on a la sensation quand même que l'exercice n'est pas simple quand c'est quotidien, et surtout quand c'est toujours le même chroniqueur tous les matins, c'est pas évident. Je pense notamment à Philippe Cavrivière dans le même exercice. On va écouter un petit florilège. Allez. Voici Tanguy Pastureau. Bien, je vais parler de moi parce qu'à France Inter, ça y est, enfin, on a moins d'auditeurs, donc je sens que je peux me confier parce qu'on est entre nous. Je suis tombé sur un article sur Adolf Hitler. Hitler, tout le monde voit. Hein, c'est ce monsieur qui n'arrivait pas à s'exprimer autrement qu'en hurlant. Céline Dion lui doit tout. Bon, et ben son ADN a été séquencé par une équipe de généticiens britanniques, et il apparaît qu'il était atteint du syndrome de Kallmann. Un juif peut-être, ce serait le pompon, comme disent les danseuses burlesques. Ce syndrome implique un développement anormal des organes sexuels. Hitler, en fait, l'explication, c'est qu'il aurait en fait eu un micro-pénis. J'en parle souvent, mais je me tâte un peu pour 2027. Bon, si j'y vais et que je suis élu, j'aimerais qu'une loi interdisant de tuer les gens qui s'amusent passe. C'est-à-dire quand on vibre à un concert au Bataclan, quand on danse au Festival Nova, quand on assiste à un match de football, parce que c'est pas passé loin quand même, hein, quand on boit des coups en terrasse, quand on jouit de la vie, parce qu'elle est courte à part pour Michel Drucker. On devrait vivre, justement. Il faudrait tuer plutôt des personnes qui s'ennuient. Quand soudain une odeur de musc et de masculinité âcre m'a fait me retourner, Daniel Morin était là. Et il exige de savoir ce qu'on fait les uns les autres, parce qu'en tant que doyen de la maison de la radio, il a droit de vie et de mort sur nous. Donc il me dit, c'est quoi les mails que tu lis ? Je réponds, c'est ma confirmation d'abonnement à Disney+, parce que j'aime aller à contre-courant de ce que font les autres. Voilà. Puis Daniel désigne le drapeau israélien qui flottait à la fenêtre du bureau et me dit, et ça c'est quoi ? Je réponds, j'aime aller à contre-courant de ce que font les autres. Et en plus à la radio, j'ai rien dit de dingue, juste que le Hamas c'était des terroristes qui massacrent des bébés, des enfants, des innocents. J'ai ni écrit cœur avec les doigts sur Netanyahou, big up, ni la colonisation, je peux comprendre, vu ce que les Belges en font, on devrait en faire de même et prendre la Belgique. J'ai juste qualifié les faits en m'associant à la peine des Juifs et en allumant la France insoumise qui n'arrivait pas à le faire. Bravo Tanguy Pastureau pour cette prise de parole. C'est la fameuse chronique qui m'a valu des centaines et des centaines de messages et des menaces de mort juste après. C'est de là qu'est parti mon spectacle en fait. Exactement. Sur cette haine en ligne. Ouais. Exactement, c'est un des sujets que vous évoquez dans votre spectacle. On va l'évoquer dans un instant. Vous dites 500 messages de haine par jour, des gens qui voulaient votre mort et même des insultes antisémites. Ah oui, ce qui est formidable pour quelqu'un qui n'est pas juif, c'est extraordinaire. Ouais. Et ça, en fait, cet antisémitisme-là, il existe depuis longtemps, parce que je me souviens quand j'étais à RTL il y a longtemps, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une photo de moi. Et en disant, regardez, avec ton nez, tu peux pas dire que t'es pas de la famille de Bernard-Henri Lévy, un truc comme ça. Mais je viens de Bretagne, monsieur. Mais en même temps, évidemment, à l'époque, c'était le courrier. Hein, c'était pas des mails. On ouvrait. Ça fait longtemps que je fais ce métier, en fait. Mais, voilà, et ça m'a toujours surpris. C'était plus ou moins comme ça, planqué quand même. C'est pas arrivé d'un coup. Donc les 500 messages par jour, ils m'ont surpris, mais pas tant que ça au final, puisque je savais que tout ça existait et n'attendais qu'un déclic pour arriver. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvel antisémitisme. En vous entendant, on a la sensation qu'il n'est pas nouveau. Il est renouvelé, en tout cas, il est renouvelé par une population tierce, quoi. Mais en tout cas, il est comment dire, bien régénéré, quoi. Mais effectivement, il est pas nouveau du tout. Ça a toujours existé. Et moi, j'en parle un moment dans mon spectacle aussi. Il y a j'ai entendu un jour des gens de ma famille utiliser le terme youpin. Et moi, j'étais une famille, donc pas famille proche, hein, famille lointaine, des vieilles personnes. Mais vous voyez, c'était cette espèce de catholicisme, voilà, un petit peu antisémite comme ça, qui avait dans la tradition des contrées françaises, quoi, puis qui était tout à fait acceptable. C'est-à-dire que les gens disaient ça entre eux. Et pour moi, ça a été un vrai choc quand j'ai entendu ça, parce que j'aimais les personnes qui le disaient et ça me décevait tellement qu'ils le disent. Je me disais, c'est pas possible. À l'époque, c'était en 90, il y avait Patrick Bruel, la Bruelmania, vous voyez, il parlait beaucoup, lui, justement, de ça, d'Israël. Et moi, je voyais ça de loin, mais je me disais, on était vraiment dans l'antiracisme à cette époque-là et dans l'anti-antisémitisme aussi, voilà. Et ça me choquait beaucoup.
beaucoup. On va vous dire, plus jamais je t'écouterai pourriture de sioniste, et d'autres vont vous dire bravo pour votre courage. Oui. Pour autant, vous dites vous avez perdu une partie de votre public. Vous l'observez réellement, ça ? Oui, bien sûr. C'est pas forcément les mêmes gens qui sont là aujourd'hui dans les salles, bien sûr. Alors il y en a pas moins, donc ça va. Et puis ça permet aussi de faire un petit peu le tri, parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas forcément envie, par qui on n'a pas forcément envie d'être suivi, en fait. Et moi, ça me dérange pas, même que des gens qui pensent autre chose que moi viennent en spectacle, en fait, vraiment au fond. Mais parfois, il y a un petit nettoyage qui se fait de lui-même. Et je pense que je suis pas le seul. Je pense que le 7 octobre a été pour beaucoup un moment où on se déterminait les uns les autres. Et dans l'humour français, il y a eu une sorte de clash. Vraiment, enfin, c'est-à-dire que les gens sont partis d'un côté ou de l'autre, avec quand même tout un tas d'humoristes qui ne parlent jamais de ça et qui sont au milieu et qui font autre chose. Exactement. Oui. Et est-ce que, puisqu'on parle beaucoup de la liberté de ton de France Inter que vous avez évoqué, avec quand même eu un boulevard, que tout bord politique confondu, c'est ce qu'on a la sensation, même si certes il y a une sensibilité. Les humoristes ont une liberté totale. Quand vous voyez Guillaume Meurice et Sophia Aram s'écharper par chroniques et tweets interposés, comment vous vivez ça ? Comment ça vous fait réagir ? Je voyais la chose se produire. Moi, j'avais l'impression d'être plutôt effectivement idéologiquement du côté de Sophia Aram. Je m'en suis jamais véritablement caché. Sa prise de position était très courageuse et elle le reste d'ailleurs, parce Bien qu'elle sûr. est toujours dans ce combat-là. Voilà, après, l'affaire Guillaume Meurice, c'est une affaire qui a pris une proportion totalement dingue, qui a dépassé tout le monde à France Inter, je crois. Et Guillaume Meurice représentait un certain nombre d'auditeurs de France Inter, qui aujourd'hui sont sans doute partis voir ailleurs. Et d'ailleurs, il fait d'énormes scores. Voilà. Après, chacun vit avec sa conscience, avec ce qu'il a envie de raconter. Ça, j'ai pas de souci avec ça, mais on peut aussi choisir son camp de manière déterminée et claire. Ça me pose pas de problème. Il est parti d'ailleurs dans une radio que nous avons évoquée et que Oui. nous aimions, je crois, un temps, Oui. nous deux. C'est difficile de ne pas céder aux attentes de gauche de la station, Tanguy Pastureau, quand on est auteur. C'est marrant parce que les gens parlent souvent d'une station de gauche, et quand je regarde en fait sur Internet des véritables gens de gauche, ils décrivent France Inter comme une station de droite quasiment, parce qu'ils ont l'impression qu'on s'est macronisé. Mais vraiment, parce qu'en prenant certains Macronisé éditeurs... voudrait dire droite ? Oui, macronisé, enfin centre droit, on va dire, quoi, parce qu'il y a des éditorialistes un peu moins LFI quand même, voilà, et je pense que c'est ce qu'essaye de faire cette direction actuellement d'ailleurs, d'aller plus vers quelque chose qui concerne un peu tout le monde, voilà, ce qui fait que les éditeurs historiques sont un peu déboussolés, et même à l'intérieur de la maison, ça crée tout un truc. J'ai envie de vous demander quelle serait votre mouvance, votre attache politique. Dans votre livre, vous y répondez très clairement. Vous dites que vous n'êtes pas de droite. En introduction, vous écrivez « Je ne suis pas de droite, mais comme je ne passe pas mon temps à crier haut et fort que je suis de gauche, et que je ne le suis d'ailleurs pas particulièrement, on me classe à droite. Chaque jour, je suis l'objet de ce raccourci, digne des plus belles heures de Waze. Cette étiquette est amovible, une chronique de compassion pour les mauvaises victimes, femmes afghanes brimées, juifs attaqués, profs assassinés. Et pour tout le monde, je suis de droite. » Et vous dites, et vous rajoutez bien plus loin, la droite, on ne la choisit pas, c'est elle qui vous choisit. Ouais, On va c'est vrai. écouter votre défense. Oui. Hier, j'ai eu un portrait de moi dans le Figaro et je vois bien que depuis à France Inter, l'ambiance a changé. Ce matin, mon badge n'est pas passé à l'entrée de Radio France. Grillé, ils m'ont transféré à la cellule débriefing de France Inter. On m'a posé des tas de questions. Quels sont tes liens avec le Figaro? J'ai dit aucun. As-tu un rapport avec Bruno Retailleau? J'ai dit non, mais enfin, c'est lui qui a pas voulu. Direct, ils m'ont catalogué comme étant de droite. J'ai nié, mais ils ont mis devant moi une canette de 8-6 en précisant qu'elle avait été entamée par un punk à chien, et j'ai vomi, quoi. Hier, grâce au Figaro, les gens de droite ont découvert hébété mon existence. 4 dames à collier de perles m'ont déjà arrêté dans la rue. J'attends le SMS de Sarko pour qu'on déjeune. François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti, je suis désormais votre chose. Yes. Faites de moi ce que vous voulez. Merci. Voilà pour ce petit extrait. Tanguy Pastureau, vous venez nous voir pour votre 4e ouvrage, L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite, qui fait partie de la nouvelle collection des petits livres drôles et intelligents des éditions du Rocher. C'est un livre que vous avez écrit pour trouver les bons arguments face à notre entourage quand on en manque. Oui, et quand on en manque et quand on est de droite et qu'on veut répliquer face aux gauchistes, quoi, et avoir des arguments. Alors, effectivement, tout ça, c'est humoristique. Moi, si je dis que je ne suis pas de droite, c'est parce que je me sens plus apolitique qu'autre chose. Je suis un observateur. J'aime bien regarder
tout et tout le monde. Mais quand vous dites que vous êtes apolitique, on vous répond donc ça veut dire que tu es de droite. Voilà, systématiquement. Oui, parce que on imagine que c'est une manière de pas vouloir le dire. Oui, de le cacher, ouais. d'en avoir honte un peu. Parce qu'aujourd'hui, vous laissez entendre qu'on a un petit peu honte d'être de droite. On se cache quand on l'est. Parce que c'est pas véritablement admis dans le milieu. Moi, je suis le milieu de la culture, du spectacle. Il n'y a pas réellement de gens de droite. Ces gens n'existent pas. Donc, si vous vous mettez à dire que vous êtes de droite, vous êtes assimilé aux deux seules personnes de droite. Je pense Michel Sardou et Michel Houellebecq. Enfin, que des Michel. Les Michel sont de droite. Il faut se méfier des Michel. Mais voyez, ça va plutôt être ça. Donc, effectivement, moi, j'ai voulu jouer avec ça, m'amuser et dire aux gens, si vous êtes de droite, si vous êtes de gauche, les gens de gauche n'hésitent pas à dire qu'ils sont de gauche. Donc, quand on est de droite, allons-y franchement aussi. C'est un livre qui concerne ceux qui ont le sens de la famille, de l'ordre et de l'autorité, ceux qui considèrent que c'était mieux avant, qui ne jurent que par la cuisine du terroir et les vacances à la Baule. Donc, si on se retrouve là-dedans, on est forcément de droite. Pas forcément, justement, mais en tout cas, dans le cliché, oui. Et c'est ce qui m'a fait rire. Voilà, c'est ce qui m'a fait rire, les vacances à la Baule, avec le petit pull sur les épaules et les mocassins, les chaussures bateau. Ouais, c'est l'image est de droite. Voilà. Après, vous rajoutez d'autres détails aussi. Le pull à col roulé bien slim, voilà. À la différence de la gauche, où on porte souvent un t-shirt pas repassé sur un chino sale. Mais bon, je me suis dit que Thomas Guénolé devait être un petit peu de droite, alors, pour l'avoir vu à la télé, avec son petit col roulé. Oui. Vous dites, quand on est de droite, il y a de l'élégance, de la tenue, de la rigueur, et vous dites surtout que c'est OK d'être de droite. Et vous voulez aider les gens de droite. Absolument, je veux les aider à s'affirmer, à s'affirmer, à dire oui, je suis fier d'être de droite, et à célébrer la vie avec un toast, un toast avec du caviar dessus. Ouais, absolument. Et vous dites que la honte doit changer de camp. C'est un livre inspiré de l'art d'avoir toujours raison, pour ceux à qui ça pourrait parler, du philosophe Arthur Schopenhauer, que vous avez lu, je crois, plus récemment. Du coup, oui, je m'y suis intéressé parce que, enfin, c'est pas réellement une déclinaison de ça, mais en tout cas, c'est un ouvrage de rhétorique, et moi, j'aime ça, le fait d'arriver à contrecarrer quelqu'un avec des arguments construits. Et je trouve que l'époque, c'est exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire que les gens s'invectivent, s'insultent en permanence, mais avec 4 mots de vocabulaire et sans réfléchir réellement. Et moi, j'aime bien me référer à cette époque où les gens réfléchissaient, arrivaient à argumenter de manière posée, et où on admirait celui qui gagnait la joute verbale parce que tout simplement, il avait été meilleur et il triomphait. J'aime bien ça. Exactement. De l'autorité d'argument à l'attaque personnelle. On voit dans votre livre, vous revisitez le style et l'esprit, bien sûr, de Schopenhauer, mais adapté à notre époque, au thème de débat d'aujourd'hui, avec un programme chargé. Si je peux me permettre de le donner, mais si vous voulez y aller, dites-le, Tanguy Bastureau, parce qu'il y a une mauvaise foi assumée. Oui, bien sûr. Des arguments foireux, mais imparables. Oui, mais on est prêt à tout pour contrer la gauche, non ? C'est ça. Voilà. Et prêt à tout jusqu'à mentir et grossir le trait. Évidemment. Vous dites qu'il faut attaquer le physique, noyer l'adversaire de chiffres et de statistiques. Oui. Enfin voilà, des citations toutes prêtes. Oui. Quand on vous dit il y a 30 000 agressions, vous dites il y en a 3 millions qui se sont passés en bas de chez toi, là, hier, évidemment. C'est ça, c'est ce que vous dites. Allez, on continue à parler de ce livre dans un instant, évidemment, sur l'antenne de Radio J. Vous restez avec nous. Tout de suite, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais dans un instant, c'est le rappel des titres. Restez là sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, 7 hommes ont été inculpés pour trafic d'armes depuis la Syrie vers Israël. Les prévenus sont poursuivis pour importation et possession d'armes, trafic d'armes et complot. 5 soldats de Tsahal auraient également été impliqués en aidant au transport des armes vers le nord d'Israël. Le ministère israélien de la Défense a signé un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la société Rafael pour étendre la production du système de la défense aérienne Iron Dome. Le dôme de fer a abattu des dizaines de milliers de roquettes, mortiers et drones depuis 2011, notamment pendant la guerre actuelle. La France appelle Israël à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et exprime son inquiétude face à l'intensification des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Hier, Tsahal a intensifié ses attaques aériennes dans le sud du Liban visant des membres du Hezbollah.
La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne souhaitent relancer le dialogue diplomatique avec l'Iran sur son programme nucléaire. Malgré les pressions européennes en septembre pour rétablir les sanctions de l'ONU, ces 3 pays veulent continuer à maintenir le contact avec Téhéran. Des pourparlers pourraient avoir lieu avant la fin de l'année, même si l'ouverture de l'Iran à ces discussions n'est pas garantie. L'Ukraine affirme que la Russie a lancé une attaque aérienne massive avec 136 drones, dont 106 ont été abattus ou neutralisés. 22 personnes sont encore portées disparues. L'ONU se dit choquée par les bombardements. De son côté, l'Union européenne veut être impliquée dans les discussions de paix. Enfin, en France, les ministres de l'Intérieur Laurent Nunez et de la Justice Gérald Darmanin sont à Marseille pour rencontrer les acteurs de la lutte contre le narcotrafic. Ils rencontreront notamment la famille de Mehdi Kessassi. Pour rappel, il a été tué par balle jeudi 13 novembre, victime collatérale du narcotrafic. Son frère appelle les Français à se rassembler samedi midi devant les mairies pour observer une minute de silence. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec mes chroniqueurs et mon invité Tanguy Pastureau sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, et pas seulement. Géopolitique le Mag, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Cet hiver, on part où? Sous le soleil de Hanouka, Jérusalem, Tel Aviv, Eilat ou la mer Morte, entre fêtes, découvertes et couchers de soleil incroyables. Tu veux dire chaleur, musique, falafel et lumière? Exactement, en Israël, la chaleur, ce n'est pas qu'une question de météo. Info sur goisrael.com ou auprès de votre agence de voyage. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Le 90e salon de l'immobilier de l'investissement iCube vous ouvre ses portes le dimanche 30 novembre à Paris. Découvrez les meilleurs projets neufs, biens en seconde main, location, solutions de financement et des conseils personnalisés pour votre alia avec les conseillers de la mairie de Jérusalem et de Kalita. Rendez-vous dimanche 30 novembre dès 10h30 au Centre européen du judaïsme, Paris 17e. Avec iCube, l'avenir s'écrit aujourd'hui. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J. Les meilleurs horaires de la fréquence juive. Actualité juive. L'hebdomadaire incontournable de la communauté. Communiquer en Israël. Studio Kalita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, Actualité juive et Studio Kalita. 01 53 75 25 55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Tanguy Pastureau, pour son livre L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite aux éditions du Rocher. Un livre dans lequel vous nous donnez tous les arguments, une quinzaine de stratagèmes rhétoriques développés sous forme de billets enlevés et caustiques pour avoir toujours raison face à n'importe quelle personne de gauche. D'ailleurs, Thomas Guénolé a fait la version de la gauche dans cette collection. Ouais. Est-ce que vous avez déjà débattu ou échangé ensemble du coup, Tanguy ? Non, je l'ai jamais rencontré. En fait, je crois qu'ils ont signé avec lui avant qu'il parte un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc lui, il a fait un ouvrage qui est très sérieux pour le coup. Voilà, sur son expérience avec Cyril Hanouna, notamment dans Touche pas à mon poste, il a vraiment axé tout là-dessus et il développe véritablement des stratagèmes pour contrer les gens de droite. Mais du coup, voilà, on n'est pas du tout sur le même truc. Oui, on n'est pas du tout sur un côté caustique et enlevé comme on le retrouve dans votre ouvrage. C'est ce que j'allais vous demander parce que ça donnait beaucoup d'éléments sur la défense, pseudo-défense de la gauche
avec les arguments potentiellement imaginaires. Ouais, c'est ça. Donc ça aurait été intéressant de voir son point de vue là-dessus. Vous parlez dans votre livre du point Stalwin et Oui. je trouve ça extrêmement intéressant de l'évoquer. Oui, parce qu'il y a le point Godwin. Vous connaissez le point Godwin. C'est le temps dans une conversation qu'il faut pour arriver à comparer quelqu'un à un nazi, en gros, quoi. Donc ça vient généralement très très vite. C'est-à-dire 3 prises de position, vous êtes un nazi. Ok, moi j'ai été traité de nazi dans tous ces messages que j'avais reçus sur Internet. Très facilement on est traité de nazi. Et donc là j'imagine qu'on peut lancer le point Stalwin. Donc c'est comme le point Godwin, mais avec Staline. C'est-à-dire dire, par exemple, à quelqu'un qui parle des nationalisations d'entreprises qu'il faut, quelqu'un de gauche, lui dire mais Staline a fait ça et regarde en gros le résultat de tout ça. Il y a eu des millions de morts, tu te rends compte de ce que tu racontes. Et voilà, lui mettre ça, en fait, lui mettre Staline, qui a suscité quand même un grand nombre de décès, plusieurs millions, mais lui, il n'y a jamais eu de souci dans l'histoire. C'est quand même ça qui est assez surprenant. Non, c'est OK. Je suis bien d'accord avec vous. Tanguy Pastureau, dans ce livre, on découvre le sage africain en veste Cyrillus, la gauche caviar, mais il faut inventer la gauche Francis Saulme. On ne dira rien, on laisse les auditeurs le soin de découvrir. Vous dites que pour vous, l'arrivée au pouvoir de la gauche, c'est moins probable que l'arrivée des aliens par la 13 en soucoupe à roulette. Et ça, quand même, ça vaut le coup de du fait de la démographie, les personnes les plus âgées votent généralement plus à droite que les autres. C'est ce que vous dites. Les personnes âgées qui sont peut-être au départ de gauche sont sensiblement plus à droite le temps passant. Un petit patrimoine à protéger, généralement. Il y a bien sûr des gens pauvres et des gens engagés à gauche et que je respecte, mais souvent, quand on vieillit, on prend des positions un petit peu plus conservatrices, un petit peu plus réac, diraient les gens de gauche. Donc voilà, forcément, si on regarde un peu la démographie de notre pays, je pense que la droite a les 30-40 prochaines années pour elle. Oui. C'est ce que vous dites, la droite jusqu'en 2080. Pour vous, la gauche, c'est l'autoroute vers la destruction. Un mantra, un seul unique, no future pour le PS. J'aurais pu lire la page 31, mais chers auditeurs, achetez le livre et lisez la page 31, je ne dirai rien. Vous êtes de ceux qui, en général, veulent avoir toujours le dernier mot, Tanguy Pastureau? Même pas forcément, mais j'aime bien l'idée de débattre et je trouve qu'on en manque aujourd'hui et surtout qu'on n'arrive plus réellement à débattre puisque les gens, au lieu de se parler, s'écoutent parler et attendent de pouvoir placer leurs arguments à eux, parfois en ne répondant même plus à la personne. Les débats politiques aujourd'hui, c'est souvent ça, ce sont deux personnes qui se parlent sans se parler. Ils ont tout préparé, leurs éléments de langage dans l'ordre et ils n'ont pas du tout pris en compte le fait qu'il y avait quelqu'un en face qui pouvait les faire sortir de leur conducteur. Et je trouve ça, moi, incroyable parce que j'ai été nourri il y a longtemps, je commence à être âgé, mais j'ai été nourri de débats politiques qui étaient autrement plus enlevés et plus sérieux aussi du coup. On parle de débat politique, forcément je pense à la grande confrontation qu'il y a eu il y a 2 jours entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour invités sur LCI. J'aurais été tentée de vous dire qui a le plus brillé par son éloquence, mais je vais laisser le soin aux auditeurs de se faire leur propre avis en leur recommandant d'acheter votre livre d'abord, Tanguy Pastureau, pour voir comment on articule les choses et de regarder différemment cet échange entre les deux pour se faire leur propre avis. En tout cas, je veux dire à nos auditeurs, on peut tester votre livre à table, en famille, le Shabbat tous les vendredis soirs ou encore pendant les fêtes de fin d'année. Je pense que ça promet un grand moment. Ouais, tant mieux, c'est bien. Tanguy Pastureau, une autre actualité également. Il y a 5 ou 6 ans, on vous a vu sur scène avec un spectacle Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. C'était notamment en tournée au Théâtre du Casino pour Paris. Vous êtes désormais sur scène avec une tournée intitulée Un monde hostile pour un cœur tendre, mise en scène Thibaut Hamelin. 30 000 spectateurs ont déjà été conquis. C'est une invitation, dites-vous, à faire rire nos failles et peut-être les vôtres. Oui, absolument. Ça parle du harcèlement scolaire. Alors au départ, c'est pas forcément très très rigolo. Moi, je raconte que j'ai été harcelé au collège et que la violence, elle a toujours existé. Parce qu'on a l'impression, nous, de vivre dans une époque qui est extrêmement violente. Tout le monde se sent un peu en burn-out, oppressé, violent. Je veux dire, la moindre dispute, ça part tout de suite. Ça peut virer au coup de couteau très rapidement quand même aujourd'hui. Avant, c'est vrai qu'on ne connaissait pas ça. Mais j'ai voulu expliquer que la violence était là depuis le départ, en fait, depuis toujours, parce qu'elle est en nous d'une certaine manière. Et que moi, au collège, j'ai vécu ça et qu'aujourd'hui le harcèlement scolaire existe toujours 40 ans plus tard, que c'est inacceptable, que ça n'est pas bougé et voilà, pour autant il y a quand même des éléments positifs et j'essaye de tirer sur ce fil quand même de positivisme tout le long du spectacle. Quand je vous entends, je pense forcément à Christine Kelly que j'ai reçue il y a quelques jours, qui a sorti un livre qui s'intitule Pourquoi moi ?
est partie justement de ce harcèlement scolaire devenu le harcèlement en ligne vécu. Ouais. Elle raconte ce parcours avec ce traumatisme d'enfance qui a fait qu'il n'est jamais parti, il est resté dans son corps et qui a ressurgi justement avec ses échanges avec Éric Zemmour où elle était harcelée sur les réseaux sociaux. Ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire que moi ça se ressurgit aussi à ce moment-là. J'ai cette sensation que c'est un peu ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on reçoit quand on a un harcèlement en ligne, chose que des milliers de gens ont, c'est pas quelque chose de... Mais à plus grande échelle pour vous qui êtes notoriété publique. Oui, bien sûr. Mais quand on a ça, effectivement, ça nous rappelle, ça vient ressusciter des vieux trucs qu'on a en nous depuis longtemps et que parfois on pensait avoir oublié. Et en réalité, on n'oublie jamais vraiment ce qu'on a subi. Parfois, on est en paix avec ça, on a mis ça de côté, voilà, dans un endroit, mais il suffit d'ouvrir le placard pour se souvenir qu'on a ça. Et effectivement, un harcèlement égale un harcèlement. Donc ça rappelle effectivement tout ce qu'on a pu subir dans le passé, oui, bien sûr. Tanguy Pastureau, dans ce spectacle, on découvre une facette de vous plus intime, on le disait, de votre personnalité avec différents sujets. En effet, ce harcèlement scolaire, cette enfance marquée par l'ennui, le défi contemporain, réseaux sociaux et violences médiatiques. Quelques dates à donner pour nos auditeurs. Le 6 décembre, vous serez au Touquet. Le 17 janvier à Poissy, le 11 février à Lille et pour les grandes villes, le 22 mars à Montpellier et bien d'autres grandes villes. Il y en a beaucoup à retrouver évidemment sur... Et le Touquet, ville de droite. Ville de droite. Écoutez, j'allais dire que c'est une ville que j'affectionne particulièrement, ça m'ennuie. Comme ça, vous vous démarquez et vous pourrez lire mon livre. On dira rien, on n'aura pas honte, voilà, exactement. Allez, tout de suite, Annabelle Chakmes nous parle littérature. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour à notre invité. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'un ouvrage qui s'intéresse à ces femmes que l'on voit toujours en bout de table lors des réceptions officielles. Impeccables, discrètes, hôtesses du protocole et du pouvoir, ces femmes dont on pense souvent qu'elles ne sont là que pour accueillir, sourire et glisser un mot aimable. Alors, quel est cet ouvrage, Annabelle ? Il s'agit de Première dame sur le divan de Joseph Agostini aux éditions Duno. Alors, ce qui est génial, c'est que dans ce livre, ces femmes passent du salon au divan puisque l'auteur psychanalyste nous offre une vision méconnue de ces premières dames françaises en explorant la part intime, paradoxale, parfois douloureuse de ces vies sous les projecteurs. Il ne s'agit pas d'un simple catalogue mondain, mais d'une traversée psychologique où chaque sourire public cache un combat, chaque geste mesurer une faille ou une force insoupçonnée. Le tout est illustré avec l'exemple de 9 premières dames contemporaines allant d'Yvonne de Gaulle à Brigitte Macron. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'analyse de ces femmes faite par Joseph Agostini ? Alors sa réflexion est absolument passionnante parce qu'elle repose sur un fil rouge qui est la psychanalyse. Agostini n'est pas voyeur. Il est clinicien du symbole. Il décrypte les postures, les silences, les situations et les caractères. Il cherche ce que ces femmes représentent dans l'inconscient collectif français. L'épouse, la mère, la confidente, parfois même la rivale du pouvoir masculin. Lorsque l'auteur écrit « Elle ne peut pas être mauvaise, cette femme qui est choisie par le premier d'entre nous, cet élu républicain à la tête de la nation », on comprend combien ces portraits révèlent à quel point la place de ces femmes, tout en retenue, est autant politique que psychique. L'écriture est fluide, jamais sentencieuse. On lit cet ouvrage comme on écouterait une voix calme qui met des mots justes sur ce que l'on devinait depuis longtemps. En conclusion, Annabelle. Je dirais qu'au fond, ce livre, Première dame sur le divan de Joseph Agostini, rappelle que ces femmes, que l'on croit dans l'ombre, sont souvent la lumière tamisée du pouvoir. Invisible peut-être, mais essentielle. Elles occupent la scène autrement, pas par le verbe, mais par un regard, un geste, une attitude. Dans cet ouvrage, l'auteur leur rend justice. Il montre combien ces présences discrètes participent à leur façon, à l'équilibre du pouvoir. Des femmes qui ne parlent pas fort, mais dont la place dans ce théâtre politique reste absolument centrale. Bravo Annabelle Chakmes, première dame sur le divan, ça donne très envie de Joseph Agostini qui a longtemps officié sur cette antenne et qu'on embrasse bien fort. C'est à retrouver aux éditions Duno et dans toutes les bonnes librairies. Merci Annabelle Chakmes. Merci. Allez, tout de suite c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Tanguy Pastureau. Bonjour. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, je vous parlais d'épisiotomie et de périnée.
Oui, Tanguy, j'aurais pu vous faire rêver et frémir d'intérêt autant que mon gynécologue après la chronique, mais vous avez loupé un sacré moment. Mais ne vous en faites pas, il y a les rediffs, sans problème. Alors, figurez-vous que cette chronique, Cyril, a eu un gros succès. Alors, j'en doute pas. Et ouais, j'ai eu pas mal de likes, on en parle au bureau, et mon beau-père, que j'embrasse très fort, qui travaille en boucherie, a dû affronter les questions de ses clientes auditrices de Radio J qui disaient « Alors, Sarah, c'est votre belle-fille ? Du coup, c'est quoi la suite de l'histoire avec le pharmacien ?» Je vous ferai un petit débrief. Okay. Voilà. Le pauvre voulait juste vendre un rôti, il est parti sur un débat périnéal. Tout va bien. Que d'émotions et de fierté n'empêche. Une école de cinéma qui m'a brûlé mon PEL. 6 années à courir après les castings. 52 plateaux stand-up avec une recette totale de chapeau de 12,24 €. Et un grand nombre de chroniques travaillées avec investissement personnel et recherche digne de la meilleure stagiaire journaliste de Cyrielle pour percer en parlant de mon postpartum. La fierté familiale, il n'y a pas à dire. Alors, cette semaine, au grand drame de certaines de nos auditrices, je ne vais pas parler de mon périnée. Ravalez vos larmes, mes stars, je vous garde quelques anecdotes sous le coude, ne vous en faites pas. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une actualité totalement légère. Parce que déjà, je suis une grande fan d'aurore boréale, et il s'est passé quelque chose de fou. Il y en a qui ont illuminé le ciel en France ces derniers jours. Voilà. Ah bon ? Et oui, en France, pas en Islande, pas en Laponie, non, chez nous. On a déjà pas souvent du soleil, mais alors là, carrément, les lumières du Grand Nord qui débarquent comme si elles avaient loupé leur correspondance, j'adore. Alors, vous êtes tranquillement en train de sortir les poubelles, et là, paf, le ciel se met en mode performance artistique, vert, rose, une ambiance qui dit « Bon, je sais que la vie est un peu rude, alors tenez, un petit spectacle gratuit pour monter le moral. » Moi, j'ai essayé, figurez-vous, Tanguy, de regarder par la fenêtre. Mais j'ai pas vu d'aurore boréale, non, j'ai vu mon voisin, 72 ans, qui me regardait, en train de regarder le ciel sous 10 degrés. Alors, fait frisquer ce soir, Sarah, hein ? Avec manche qui fait clac-clac, ça aide pas, je vous le dis. Merci. Mais j'aime ce genre d'actualité, parce qu'on passe nos journées à courir, à stresser, à lire des infos qui nous donnent envie d'hiberner jusqu'en 2031, et puis soudain, le ciel décide de faire de la poésie. Comme une petite parenthèse enchantée qui dit « Allez, respire, regarde un peu au-dessus de tes impôts. » Et dans je me dis que si même le ciel se met à faire des effets spéciaux gratuits, on va finir par croire que c'est vous qui avez briefé la météo. Parce que vous êtes la seule personne capable de transformer un phénomène lumineux en analyse sociale qui pique un peu mais qui fait du bien. Alors, avec une transition, je vous l'accorde, aussi bancale que la hanche de mon voisin, je voulais vous dire merci Tanguy. Parce que vous avez ce talent rare, dire les choses franchement, avec juste ce qu'il faut de sarcasme élégant, celui qui pique un peu mais jamais pour blesser, plutôt pour réveiller, et au final ça fait du bien. Et pour moi, qui vit avec un ashkénaze depuis 7 ans, le sarcasme, la rhétorique, vouloir avoir raison, c'est... Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est notre manière de nous aimer, voyez-vous. Alors, merci à vous, merci à Cyrielle et à celles qui m'écoutent. Je vous dis à la semaine prochaine, mes stars, je vous oublie pas. Bravo. Merci beaucoup, Sarah Elbaz. Allez, tout de suite, c'est notre portrait, notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, Tanguy Pastureau, on a l'habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Christian Réchaume. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Tanguy. Bonjour. Alors comme on parle de l'art d'avoir toujours raison quand on est de droite, vous avez vu, j'ai fait attention, j'ai mis mon petit col roulé. Oui, absolument, j'y suis très sensible. Alors je pensais que c'était un col roulé. Je pensais que c'était un col roulé de psy, mais apparemment, donc je suis prêt à vous le prêter. Ah bah très bien, pour ressembler à Bruno Le Maire tous ensemble. C'est genre, voilà. Alors on va pas parler finances. Non, je sais pas si on... plus rien. Voilà, je sais pas si on a raison, mais pour vous donner raison, j'ai pensé à un petit sophisme parce que j'ai remarqué que vous aimez bien les mots. Oui. Alors un petit sophisme, c'est une façon d'argumenter, une façon de montrer et de convaincre. Alors ce petit sophisme, c'est le suivant. Les gens de droite aiment bien avoir raison. Tanguy aime bien les gens de droite. Tanguy a toujours raison. Allez, ben voilà, joli. Voilà. Alors, si je prends le micro, dans cette émission, c'est pour parler de raison, mais pour parler aussi d'émotions. D'émotions qui vous entourent. Et on va commencer par le début, par cette enfance, où vous êtes un enfant qui est né à la campagne, de la Gironde à la Bretagne, et qui est vécu dans une enfance calme, avec un climat familial, où il y avait sûrement des règles, sûrement de l'exigence, sûrement de l'attention, et un côté littéraire, où on vous demandait sûrement d'être sérieux à l'école et de bien faire vos devoirs. Alors on a cet enfant qui est obligé de créer son propre monde et de créer, et d'avoir cette création imaginaire, de faire son introspection parce qu'il est calme, mais de créer son propre monde et de veiller à ce qu'il observe correctement le monde pour le comprendre. Alors il y a ce petit lutin
dans votre CM2, qui a été peut-être une révélation. Ça veut dire que les mots peuvent faire rire. Et les mots peuvent faire rire, les mots je les ai appris et j'ai appris à observer. Alors je peux faire tout ça. Et c'est cette carrière peut-être qui se défile avec cet amour de la radio, cet amour de partager et de communiquer avec les autres. Alors, quand on est un observateur, on observe tout ce qui se passe. Donc les incertitudes, les postures, les arguments. Et comment les gens les fabriquent, comment ils mettent en place ces mécanismes de défense. Nous, en psychologie, on parle de dissonance cognitive. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce que l'on pense et ce qui est. Et on essaie de réajuster ça. C'est-à-dire qu'on est dans ce propre conflit entre ce qu'on pense et une réalité. Et on va le voir parce que ça rejoint votre débat et l'analyse politique que vous avez des discours. Il y a l'opinion. L'opinion, souvent pour nous, c'est une idée. C'est une émotion, c'est un jugement, une croyance. Le mot en psychologie le plus important, c'est croyance. Après, il y a des stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont des croyances qu'on associe à un groupe. C'est-à-dire qu'on identifie tous les gens de ce groupe ayant la même croyance. Et il y a quelque chose qui est encore plus fort, ou plus macroscopique, c'est ce qu'on appelle le préjugé. Le préjugé, c'est un stéréotype sur lequel on met un affect négatif. C'est-à-dire que sur un groupe, on y met une croyance, et une croyance avec un aspect négatif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez compris tout ça, et c'est ça que vous décortiquez comme un chirurgien, avec un scalpel. Vous décortiquez ces stéréotypes, ces préjugés, et avec l'arme qui est l'humour. Votre humour, ça veut dire un humour qui est doux, mais qui est avec des mots. Ce côté littéraire qu'on retrouve à vous, ce côté sérieux, ce côté appliqué. Et ces mots qui permettent justement, grâce à l'humour, de désarmer ces idées ou ces fausses idées. Ou ce que vous nous avez dit, ça veut dire partir de l'actualité, qui est agressive, qui est anxiogène, et la rendre tolérable, ou la retourner. Ou faire en sorte que des choses qui sont fausses peuvent devenir vraies. Faire en sorte aussi que vous êtes une sorte de diplomate aussi, qui permet aux personnes de discuter. Aujourd'hui, quand on parle tout seul, on est dans une société où on parle tout seul. Donc on a des réseaux et on est dans le monologue. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les plateaux de télé, on est face à un duologue. C'est-à-dire qu'on a deux personnes, duo, qui se parlent. Le mot latin, dialogue, vient du fait que dia, c'est on pénètre un petit peu l'autre. Gentiment. Mais on pénètre, pas de façon psychanalytique, mais dans le sens qu'il est ouvert à ce que je dis et puis bouger ses positions. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux de télé, c'est que des duologues. Chacun intervient, dit son speech et il n'y a personne qui écoute l'autre. Et on ne bouge plus nos positions. Exactement. Donc on reste fermé. Donc ce n'est pas un dialogue, puisqu'on ne permet pas à l'autre de s'ouvrir. C'est une série d'exposés un peu. Exactement. Ce qui fait que les gens ne changent pas. Et en fait, ils ne changent pas parce qu'ils pensent avoir raison, parce qu'en fait, ils ont peur. Voilà. Et en fait, cette position rigide, ça montre un besoin de sécurité intérieure. En fait, on se cramponne à nos vérités pour défendre une idéologie, parce que derrière, on essaie de défendre notre identité. Et donc, si je ne peux pas défendre mon identité, je ne défends pas une idéologie, donc j'ai tort. Et donc, en faisant le chemin intérieur, c'est pour ça que les gens se cramponnent à avoir systématiquement raison. On le voit quand il y a un match de foot, il y a 70 millions d'entraîneurs en France. Quand on a eu le Covid, on avait tous les Français qui étaient virusologues. En fait, tout le monde a un avis et tout le monde se positionne parce que, en fait, ne pas avoir de position, c'est pas d'avoir d'idéologie et pas d'avoir d'identité. Et donc pas d'ancrage, d'une certaine manière. Mais c'est comme on parle de peur, on parle aussi d'estime de soi, et c'est important des fois de dire je n'ai pas d'avis ou je n'en sais rien. Alors sur Radio J, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui? Je ne sais pas. On a appris que vous étiez un fan de la radio et que vous étiez un homme libre. Un homme libre qui garde sa parole et qui est capable de le dire, franchement ce qu'il pense, même si on a été ou on sera harcelé. Et ça, c'est important. Vous avez encore gardé cette liberté et elle vous est chère, et heureusement. Vous êtes un homme de lettres, un observateur obsessionnel, mais qui transforme les failles des personnes en humour pour essayer justement de faire des dialogues. Alors, on est là un petit peu sous l'empreinte de Schopenhauer
qui avait écrit L'art d'avoir raison. Et lui, il a listé 38 stratégies pour avoir raison. En fait, vous n'en utilisez qu'une seule. C'est l'humour. D'une certaine Et manière. lui, Schopenhauer, il cherchait l'efficacité. Vous cherchez une vérité. Et ça, c'est beaucoup plus noble. Et tout ça en nous faisant rire. Et puis, vous nous rappelez une chose qui est très importante, c'est que celui qui a toujours raison est celui qui ne se permet pas de douter. Et ça, c'est un problème. Merci beaucoup, Bravo, Christian Richomme. Portrait fidèle ? Oui, absolument. Oui, assez fidèle. Et moi, je trouve que défendre l'identité de gens qui ne sont pas de sa propre identité, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement obligé d'être concerné par la chose pour être en défenseur, en quelque sorte. Il faut aussi veiller un petit peu sur les autres et sur des identités différentes qui nous nourrissent aussi d'une certaine manière. Merci beaucoup, Tanguy Avec Pastureau. Merci, Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Tanguy Pastureau. Vous êtes venu nous voir pour votre livre L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite aux éditions du Rocher. Et vous êtes également en tournée avec votre spectacle Un monde hostile pour un cœur tendre. On est en train d'écouter une chanson de Jean-Jacques Goldman intitulée Doux. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est celle qui clôt le spectacle. Une chanson sur la douceur, sur le fait de dire qu'on n'est pas obligé de frimer en permanence et d'être super et d'être extraordinaire et d'être un winner. Mais on peut juste être quelqu'un qui veille aux autres et qui est dans la douceur et la sensibilité. Ça date de 87, donc il fallait le dire, ça en 87, c'est pas mal. Exactement, c'était précurseur. Ouais. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau, d'avoir été notre invité aujourd'hui. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne bien sûr rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Nicole Calfon pour toute son actualité. C'est la suite de votre journée dans un instant avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Ce sera le journal sur Radio J. Mais avant cela, belle écoute. Shabbat Shalom à lundi.